et notre hôte et partenaire. Vas-y Frédéric, j'ai meublé. Merci Christophe, et excusez-nous pour ces deux petites minutes. Donc, ravi de vous accueillir, amis de la communauté aéronautique d'Auvergne-Rhône-Alpes et de partout en France. Donc, on est à notre deuxième initiative commune avec Space. On a fait la semaine dernière un webinaire autour des enjeux, on va dire, de la stratégie pour les PME. Et aujourd'hui, on va travailler sur la performance. Et tout ça est bien complémentaire. Donc, on est très heureux de pouvoir mener ce partenariat et vous réunir tous. Trois mots sur le cluster. Donc, cluster, ça rassemble les acteurs de l'industrie aéronautique et spatiale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a un petit peu plus de 200 membres actifs aujourd'hui, avec des services et des actions pour accompagner les entreprises sur le marché aéronautique, le cluster étant également membre associé du GIFAS. Voilà, très rapidement, c'est pas l'objet, et on sera à votre disposition avec Nicolas s'il y a des questions par ailleurs. Voilà Christophe, pour cette très rapide introduction, je te rends la main. Merci Frédéric, et très heureux de ce partenariat avec le cluster d'Auvergne-Rhône-Alpes. Notre volonté chez Space, bien sûr, de vous accompagner sur l'excellence opérationnelle et la performance industrielle. Et il nous semble opportun de s'associer aux initiatives régionales et au cluster dynamique, notamment Auvergne-Rhône-Alpes, que Frédéric représente, pour vous accompagner sur ces thématiques-là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Space, donc nous œuvrons sur la performance industrielle de la supply chain aéronautique depuis plus de 10 ans. Donc nous sommes une structure associative gouvernée par les grands acteurs de la filière, mais au service de la performance des PME. Donc notre rôle est vraiment de récolter les bonnes pratiques en termes de performance industrielle qui sont dans les bonnes pratiques filières, et de les déployer au niveau de la supply chain à travers 3 axes. Donc les projets mutuels, on coordonne les clients pour aller vous accompagner sur des projets d'amélioration, la formation Space Academy et les projets collectifs qui sont ouvragés par le GIFAS ou les régions. Et c'est là où on met en œuvre les grappes que vous avez sûrement connues sur Performance Industrielle 1, Performance Industrielle 2 et actuellement sur la transformation digitale. Notre association est bien sûr à l'écoute des enjeux de la filière, et la crise que nous avons tous vécue et que nous traversons tous sans précédent là, depuis 1 an nous a amené à nous repositionner. On était dans un mode, on va dire, de soutenir l'augmentation de cadence et la performance de livraison, globalement, et de qualité de la supply chain. Le contexte a fait qu'il a fallu que l'on soit à votre écoute et que l'on comprenne vos enjeux très court terme et moyen terme pour se repositionner. De là sont nées plusieurs formations. Donc Frédéric l'a souligné sur la stratégie, on l'a introduite la semaine dernière avec Frédéric, mais aussi sur la performance financière. Et pour rester, si tu peux Xavier avancer le slide, pour rester dans notre cœur de métier qui est la performance industrielle, comment aborder la performance financière par le prisme des bonnes pratiques industrielles? Et surtout, comment remettre un peu, vous me parlez de l'expression, l'église au milieu du village. Quand on a fait beaucoup de performances industrielles en vue de satisfaire des OTD et de la qualité vers les clients, et recentrer ça un peu vers les enjeux actionnaires de vos sociétés. Et je pense qu'il est temps, vu le contexte, de travailler ce levier-là, cette notion-là, et de profiter, si vous voulez, du contexte pour embarquer vos équipes sur qu'est-ce que c'est un coût de production, qu'est-ce que c'est un BFR. C'est le moment ou jamais, parce que on n'est plus tiré par un client, et il a toujours été un peu tabou dans certains ateliers de parler de cash, de parler de coûts, et il ne faut plus que ce soit un tabou. Et je pense que c'est le bon moment pour embarquer vos équipes sur ces sujets-là. L'objectif de cette formation, c'est de convaincre, c'est d'amener vos équipes dans le quotidien, dans leur gestion de production, de parler aussi bien le matin à leur revue SQCDP, d'OTD de qualité, mais au même niveau, de niveau d'encours, de stock, et de niveau de coûts de production et de réduction de coûts, de taux horaire par exemple. Donc ça, c'est important pour vous aider à piloter cette trésorerie dans vos flux au quotidien, et non plus que ce soit l'affaire d'un directeur financier ou d'un patron de PME dans son bureau, et que les équipes ne pensent qu'aux clients. Donc pour vous accompagner là-dessus, on a conçu un module de formation, vous avez compris, très pragmatique et terrain. Pour cela, on a pris le meilleur, c'est Xavier Perrin, qui est
consultant space formateur depuis 3 ans, hein, qui a 8 modules de formation qu'il anime. Il a animé plus d'une trentaine de modules depuis ces 3 ans. Et il va vous présenter l'accompagnement que l'on vous propose pour embarquer vos équipes sur cet enjeu-là. Xavier, c'est à toi. Merci Christophe. Excusez-moi, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions à travers le chat. N'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation à travers le chat. Il y aura un moment pour y répondre. Il y aura 10 minutes ou un quart d'heure de questions-réponses à la fin de la présentation de Xavier. Voilà. Excusez-moi, Xavier, à toi. Mais je t'en prie. Merci Christophe pour cette introduction. Effectivement, je vais venir vous parler de la réduction des coûts, la réduction du BFR et comment les bonnes pratiques qui visent à améliorer la performance industrielle doivent aussi être considérées quand il s'agit d'agir sur la performance financière de l'entreprise. Quelques mots pour commencer et me présenter. J'exerce depuis quelques décennies maintenant, après une quinzaine d'années passées en tant qu'opérationnel sur des fonctions connexes de la production ou des fonctions de production à proprement parler. En 99, j'ai décidé de créer mon activité de consulting et d'accompagner les industriels de tout secteur d'activité, entre autres de l'aéronautique bien sûr, sur leurs problématiques de performance industrielle et donc de les aider à progresser dans cette direction-là. J'interviens donc, comme je viens de le dire, dans tout secteur de l'industrie. Et puis, j'ai un certain nombre de partenaires aussi avec qui j'ai l'habitude de travailler, donc un partenaire privilégié qui est Space Aero, mais également d'autres organismes de formation ou de conseil. Alors, pour aborder cette question des coûts, je m'appuie évidemment sur ma pratique, sur ce que je peux observer dans l'industrie, tout secteur confondu, et puis ce qui m'apparaît depuis pratiquement le début de ma carrière dans l'industrie, c'est qu'on a toujours ce slogan qui est mis en avant, à juste titre d'une certaine manière, d'orienter notre entreprise vers le client. Le client est roi et on a tendance à penser que les producteurs oublieraient cet aspect-là et donc tout est mis en œuvre pour pouvoir servir le client et en particulier l'accent est mis sur il a été mis sur la qualité beaucoup il y a quelques décennies, il est mis beaucoup sur les délais depuis quelques temps. Alors, mon propos ici est de dire, tout à l'heure, Christophe a utilisé l'expression de remettre l'église au centre du village. J'aime bien cette expression. Et j'essaye de bannir cette expression, le client est roi. Non pas qu'il ne faille pas bien servir les clients, évidemment, mais on sait très bien qu'une entreprise pérenne, c'est le point de concours entre plusieurs aspects. L'aspect client, évidemment, et donc on œuvre depuis, encore une fois, quelques décennies à développer des bonnes pratiques qui permettent d'améliorer la qualité, qui permettent de réduire les délais, qui permettent d'abaisser les coûts dans une perspective de compétitivité. Mais évidemment, une entreprise ne saurait être pérenne si elle n'est pas capable de garantir une performance économique, de dégager un ROI qui lui permette de se développer et de se réorienter. Et la situation que vous connaissez actuellement est particulièrement, justement, rappelle cet aspect, rappelle que le cercle bleu ici est tout aussi important que le cercle rouge. Des clients satisfaits, une performance financière adéquate, c'est pas suffisant. Il faut aussi que
on met en place des processus, que ces processus soient efficaces, efficients, hein, comme on a l'habitude de le dire, mais aussi qu'ils soient apprenants, innovants. Je pourrais aussi ajouter agile aujourd'hui, pour pouvoir garantir la satisfaction des clients tout en permettant la performance économique. Et puis enfin, il y a un autre axe qui se développe et qui est de la prise de conscience, hein, de l'impact que l'entreprise va avoir sur son environnement, sur la société, et qu'elle va devoir veiller à développer, hein, positivement. Donc ça, c'est ce qu'on peut évoquer, hein, pour parler d'une entreprise pérenne. Et donc l'observation, comme je le disais tout à l'heure, hein, avec ce slogan qu'on entend depuis aussi longtemps, le client est roi, c'est que les collaborateurs de l'entreprise, ils sont surtout centrés sur le cercle rouge, et puis dans une moindre mesure sur les autres cercles. Le cercle vert, lui, le cercle des processus, il est encore relativement bien traité dans la mesure où vous avez tout un ensemble de certifications qui vous poussent à pousser aussi par vos clients, hein, qui vous poussent à démontrer que vous avez mis en place et que vous développez des processus adéquats. Mais la partie économique et la partie grise, hein, la partie RSE, on pourrait dire, restent un petit peu les parents pauvres, non pas que ça ne soit pas la préoccupation des dirigeants, mais j'entends la préoccupation de la majorité des employés. La préoccupation de la majorité des employés est de tout mettre en œuvre pour pouvoir livrer les clients dans les meilleures conditions. Alors, cette situation est liée aussi à une forme d'incompréhension que j'observe, hein, dans nos entreprises, parmi les managers, à propos de ces notions de flux, ces notions de BFR et ces notions de coût. Il me semble, hein, qu'on n'est pas assez vigilant à éduquer nos équipes sur ces différentes questions. Et donc ça amène des situations comme celle que j'illustre ici, avec notre direction financière, hein, qui a bien entendu, elle, la préoccupation principale de s'assurer des bons équilibres financiers de l'entreprise, et puis qu'il ne manque pas de rappeler à la production la nécessité de maîtriser les stocks, hein, et dans des périodes comme celle qu'on connaît aujourd'hui, avec un affaissement de la demande, c'est encore plus préoccupant. Et donc, la nécessité de baisser les stocks dans le but de réduire le BFR. Alors, nos industriels, eux, ne sont pas en reste, hein, les producteurs ne sont pas en reste. Quand il s'agit de baisser les coûts, ils ont des objectifs très importants dans ce domaine-là. Pour autant, il y a cette incompréhension parfois de se sentir pressurisé pour réduire les coûts, pour réduire les stocks, considérant que si les efforts engagés pour la réduction, si les efforts sont engagés pour la réduction des coûts, eh ben, automatiquement ça permettra d'améliorer le BFR. Alors évidemment, hein, c'est pas le cas, c'est bien deux notions différentes. Notre financier le sait bien. De rappeler à notre industriel que certes il réduit ses coûts, mais il y a encore de la marge et qu'il n'a pas atteint les objectifs de TRS, hein, de taux de rendement synthétique qui lui ont été, sur lesquels ils se sont engagés. Mais on entend aussi de la part de nos financiers, hein, ce genre de phrase. D'ailleurs, tes encours augmentent, hein, qui montre également de la part des financiers une forme d'incompréhension, hein, entre d'un côté la performance financière et les flux financiers, et de l'autre les flux physiques de notre entreprise. Au final, donc, on a cette incompréhension, hein, et cette confusion entre le fait de réduire le BFR et de réduire les coûts. Alors, pour pouvoir lever ces incompréhensions, pour pouvoir aider nos équipes à mieux s'y retrouver dans tout ça, on propose, hein, notamment avec Space,
d'apporter les connaissances nécessaires pour piloter les coûts et donc pour expliquer de quoi les coûts sont faits. Donc au cours de ces formations, on va présenter le compte de résultat, le bilan, expliquer comment on calcule les coûts de production, expliquer comment on peut également présenter, calculer les coûts de revient. Donc, ces éléments de connaissance, on est en mesure de les apporter au sein de nos équipes, au sein de vos équipes. Et pour autant, il y a quand même une difficulté que l'on rencontre à ce que nos équipes fassent le lien entre les décisions quotidiennes et concrètes que sont celles que doit prendre un manager de production ou un responsable méthode et l'impact sur ces différents éléments, en particulier les actions qui vont être engagées, les indicateurs que l'on va mettre en place pour orienter les efforts de nos managers, je pense aux managers opérationnels, sont principalement issus de la comptabilité analytique et qui, elle, est principalement une déclinaison d'un compte de résultats projeté qui est le budget. Simplement, il faut avoir en mémoire que ces indicateurs-là, à partir du moment où ils sont déclinés à partir du compte des résultats, ne prennent en compte qu'une partie du problème, puisque ça ne prend en compte que l'aspect compte de résultats. Si on peut couper les micros. Xavier ? Oui, excusez-moi de cette petite interruption. J'ai eu aussi, moi, mon petit problème technique. Donc, je reprends mon explication. Et j'explique que pendant nos formations, pour compléter la prise en compte des coûts qui est apportée par les mesures traditionnelles, on va expliquer à nos participants notamment la notion de coût de possession de stock, qui est une approche qui est bien documentée depuis fort longtemps, mais encore la semaine dernière, j'ai pu observer à quel point cette façon d'appréhender les coûts des stocks n'était pas au moins connu, si ce n'est utilisé dans nos entreprises pour pouvoir calculer l'impact des décisions que l'on prend et l'impact des décisions que l'on prend sur les stocks. Donc, cette notion de coût de possession de stock est développée et on fait des petits exercices pour apprendre cette notion. Pour rappel, on peut considérer qu'en moyenne, le taux de possession de stock représente 25 à 30% de la valeur du stock. Un autre aspect qui a tendance à être un petit peu oublié aussi dans nos entreprises, alors que c'est quelque chose que l'on a beaucoup développé dans les années 90, c'est la notion de coût d'obtention de la qualité. Le coût d'obtention de la qualité, c'est l'idée que quand on souffre d'un certain nombre de défauts qui malheureusement peuvent être pris et détectés par nos clients, on a tendance à faire face à ça par la mise en œuvre d'un ensemble d'actions de contrôle qui ont pour but de détecter la non-qualité et d'éviter qu'elle ne vienne polluer les livraisons des clients. Ces efforts réduisent les coûts de défauts externes, mais font apparaître d'autres types de défauts qui sont le coût des défauts internes, le coût de la non-qualité interne, les rebuts, les retouches, etc. Donc cet effort par la détection de la non-qualité permet de réduire le coût d'obtention de la qualité, mais de façon assez marginale. Ce qui va avoir un effet important sur la réduction du coût d'obtention de la qualité, c'est d'engager un certain nombre d'actions de prévention qui, elles, vont pouvoir limiter la nécessité de faire des contrôles et donc limiter les coûts de détection et tout en permettant une réduction significative des coûts de non-qualité. Donc, cette approche par le coût d'obtention de la qualité, qu'il est
tout à fait utile de rappeler dans nos entreprises. Ça introduit aussi, comme on l'a vu avec le coût de possession de stock, l'idée que dès l'instant où on va s'intéresser au coût, il faut qu'on s'oblige à considérer les coûts dans une perspective totale et pas uniquement certains aspects des coûts. Oui, j'augmente mes coûts dès l'instant où j'engage un certain nombre d'actions en vue d'améliorer la qualité ou d'éviter la non-qualité. Mais ces coûts sont contrebalancés par la réduction des coûts de non-qualité. Et si je ne mesure pas ça de cette façon, je ne suis pas capable d'appréhender correctement l'effet de cette diminution globale, à la fois des coûts de non-qualité et également des coûts mis en œuvre pour pouvoir réduire la non-qualité. Alors, un autre aspect associé à cette présentation, c'est la notion de besoin en fonds de roulement. Alors, on observe aussi que cette expression BFR, elle est couramment employée dans notre entreprise, mais quand j'interroge les différents collaborateurs que je côtoie en disant, attends, tu nous parles de BFR, là, mais c'est quoi exactement ? On est souvent surpris de voir que cette notion elle est assez floue. Donc pendant nos formations, on précise tout ça. On apporte des explications sur la définition du besoin de roulement et puis on aboutit à une représentation qui parle à des fabricants, qui parle à des logisticiens ou à des gens qui s'occupent de supply chain, qui est la représentation du besoin en fonds de roulement en tant que décalage entre les décaissements et les encaissements qui est principalement généré par, si on ne veut pas se contenter d'agir sur les fournisseurs pour réduire le BFR, et dans la mesure où on n'a pas beaucoup de leviers pour pouvoir accélérer les paiements de nos clients, c'est de travailler sur les flux pour réduire les cycles et donc réduire la couverture des stocks qui sont générés par ces cycles. Alors aujourd'hui, il est plus à la mode de parler de cash to cash, et c'est un terme que nos supply chain managers connaissent bien. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va définir cette notion de besoin en fonds de roulement et qu'on va l'expliquer à nos participants, à nos apprenants au cours de nos différentes formations. Alors, une des difficultés qu'on rencontre quand on s'intéresse à la maîtrise des coûts et la réduction des coûts, c'est la difficulté qui est engagée par le fait de raisonner sur la base de coûts unitaires et de penser qu'on va pouvoir engager les actions de réduction de coûts global en limitant les coûts locaux et les différents coûts unitaires. Alors pour illustrer ça, je reprends un petit schéma qu'on a l'habitude d'utiliser dans les formations, en particulier les formations d'acheteurs, pour montrer l'impact que peuvent avoir les réductions de coûts de matière, par exemple. Vous avez un petit modèle ici très, très simple, avec une entreprise qui dégage un chiffre d'affaires de 100 000, avec des coûts de matière de main-d'œuvre directs et des coûts fixes de 50, 10 et 30 000 respectivement. Tout ça, ça dégage une marge brute de 10 000, soit 10% du chiffre d'affaires. On nous explique que par un effort commercial et par l'augmentation du chiffre d'affaires, une augmentation de 10% du chiffre d'affaires permet une amélioration de 13% de la marge. En effet, toutes les lignes qui sont des coûts variables vont progresser de 10%, et donc on aboutit comme ça à cette évolution de la marge par le levier de l'action commerciale. Et nos acheteurs aiment bien nous rappeler que par une action de réduction des coûts d'achat de la même proportion, 10%, l'impact sur la marge est plus fort puisque, comme on le voit ici, une réduction de 10% des coûts de matière permet d'économiser 5 000 et toute chose égale par ailleurs, donc d'augmenter la marge brute de 15 000.
Donc, fort de cette analyse-là, eh bien, on engage des efforts toujours plus importants pour pouvoir réduire la part des achats et donc faire progresser la marge de l'entreprise. Alors, évidemment, la réduction des coûts d'achat est vertueuse et on est bien avisé de motiver nos acheteurs dans cette voie-là, mais pour autant, faut-il qu'on le fasse en ayant conscience que quand on appréhende le calcul de cette façon-là, on occulte un certain nombre d'aspects qui n'apparaissent pas dans ce calcul si on ne se concentre que sur la réduction de coûts d'achat, encore une fois, de coûts locaux et partiels qui sont les coûts d'achat. Les coûts liés à la qualité qui peuvent être la conséquence de ces choix n'apparaissent pas directement. Les coûts liés au stock non plus, l'impact que ça peut avoir sur les délais, sur les coûts des fonctions support, etc. Donc c'est pour ça que le modèle de Total Cost of Ownership, TCO, coût total de possession, est développé depuis une vingtaine d'années, malheureusement pas assez souvent présenté dans les différentes formations qu'on peut trouver, et puis pas nécessairement outillé, j'allais dire, et donc c'est aussi un des outils que l'on présente et développe dans cette formation, pour pouvoir donc avoir une appréhension des coûts qui va être beaucoup plus juste, puisque comme je vous l'expliquais précédemment à propos du coût d'obtention de la qualité, on est ici dans une logique de coût total et la plus juste possible de l'impact des décisions que l'on va prendre. Un autre aspect sur la réduction des coûts unitaires, donc je viens de l'appréhender sur l'aspect de la matière, maintenant prenons-le sur l'aspect des coûts de production et de la productivité. Vous avez ici un petit schéma qui va montrer pour un atelier de production où on aurait mis en place le taux de rendement synthétique comme indicateur de pilotage. Et donc, vous voyez ici une batterie de 4 machines, chacune avec le TRS du moment. Mais on a rajouté dans ce tableau le takt time, donc c'est-à-dire le temps de cycle requis par la demande client, calculé pour chacun de ces équipements, 120 minutes ou 120 secondes, peu importe, c'est l'unité c'est pas l'unité qui compte, j'allais dire, c'est la valeur qui compte, et le temps de cycle dans la colonne d'à côté. Donc le takt time, c'est un calcul qui lui est défini à partir de la demande client. Le temps de cycle, c'est une observation de la capacité de l'équipement à produire suivant un certain temps de cycle. Donc dans beaucoup de cas, on oriente la réduction des coûts par l'analyse du TRS, partant du principe que on va focaliser nos efforts sur les équipements avec le TRS le plus bas, ceux sur lesquels manifestement les coûts sont les plus élevés, et donc sur lesquels il va falloir que l'on porte nos efforts pour pouvoir réduire les coûts. Donc avec le raisonnement qui s'affiche ici, on va augmenter la productivité, ça va faire réduire le taux horaire, et cette réduction de taux horaire aura un impact sur la réduction des coûts de production. Mais quand on y regarde de plus près, si je focalise mes efforts sur la machine Z avec son TRS mauvais de 50%, alors que le temps de cycle sur cette machine est de 36 minutes par exemple pour un takt time de 180 minutes, tous ces efforts d'amélioration du TRS n'auront pas d'impact globalement. En particulier, le TRG, lui, ne sera pas amélioré par ces efforts-là. Le TRG, enfin, la différence entre le TRS et le TRG, entre autres, c'est que le dénominateur du TRS, c'est le temps requis quand on enlève entre autres, la sous-charge des équipements. Le fait d'améliorer le TRS de cette machine ne va pas apporter de la charge supplémentaire sur la machine. Donc le TRS, par contre, ce qui va probablement se passer dans ce cas-là, c'est que
pour augmenter le TRS sur cette machine dont le temps de cycle est très inférieur au takt time, on va probablement augmenter la production sur cette machine-là, ce qui va se traduire par une augmentation des stocks et du BFR. Choses qui ne sont pas prises en compte dans nos tableaux de bord quand on appréhende le taux de rendement synthétique uniquement. Si on portait nos efforts sur plutôt la machine W, qui elle a un TRS déjà meilleur que la machine Z, on verrait que ici on peut améliorer l'équilibrage du temps de cycle par rapport au takt time, favoriser la maîtrise du BFR tout en réduisant les coûts. Et donc notre action dans ce cas-là est beaucoup plus ciblée et pertinente. Xavier, je me permets d'interrompre parce qu'on a une question sur le TRG. Est-ce que tu peux repréciser le TRG ? Oui, le TRG, c'est le taux de rendement global, et donc ces indicateurs TRS, TRG, TRE, taux de rendement synthétique, taux de rendement global et taux de rendement économique, sont par ailleurs ont été par ailleurs normalisés par la FNOR en France, et ils permettent d'apprécier la performance d'un équipement par rapport à différents dénominateurs. Dans le cas du TRE, on prend donc le numérateur est toujours le même, c'est le nombre de pièces bonnes conforme, multiplié par le temps alloué pour chacune des pièces, que l'on va diviser par la capacité théorique maximum. Ça, c'est le taux de rendement économique. Un producteur n'est pas responsable du taux de rendement économique dans la mesure où l'activité de l'entreprise, il n'y a pas de levier pour pouvoir agir sur l'activité de l'entreprise. Le dénominateur du TRG, c'est le temps d'ouverture, c'est-à-dire non pas la capacité théorique maximum de l'équipement, mais le temps où on a décidé que cet équipement serait, entre guillemets, ouvert. Et puis, le dénominateur du TRS, c'est par rapport à ce temps d'ouverture, on calcule le temps requis en soustrayant du temps d'ouverture, la sous-activité de la machine, la maintenance préventive, les essais, les pauses, etc. Toutes ces activités qui ne sont pas directement des activités de production. Donc, si j'améliore le TRS sur un équipement qui est sous-chargé aujourd'hui, cet équipement, cette amélioration-là ne permettra pas d'améliorer le TRG parce qu'on n'aura pas amené, c'est pas cette action-là qui aura amené plus d'activité sur l'équipement. Bon, je pourrais y revenir plus tard dans les questions-réponses si vous le souhaitez. Alors après avoir appréhendé les choses de cette façon, c'est poser un diagnostic, montrer comment on doit avoir un regard plus pertinent sur les coûts, sur le BFR, et se méfier des habitudes que l'on peut avoir et qui sont des mauvaises habitudes quand on ne regarde les coûts que par un prisme et un point particulier, uniquement les coûts matières par exemple, uniquement les coûts des contrôles comme on l'a vu précédemment, uniquement la productivité de la main-d'œuvre encore une fois. Je vous propose de voir comment les approches que l'on met en évidence par ailleurs dans nos formations, le Lean et la théorie des contraintes, vont nous aider à réconcilier ces deux aspects. Alors, la vision du Lean classique, c'est l'élimination des gaspillages. La vision classique de la théorie des contraintes, c'est l'identification des goulots et la gestion des goulots. Ces deux, j'allais dire, c'est des clichés d'appréhender ces deux approches de cette façon-là. Et dans les deux cas, si on les appréhende uniquement de cette façon un peu simpliste, on passe à côté de ce que ces approches peuvent nous permettre de faire véritablement sur la réduction et la réduction des coûts et la réduction du BFR. Alors, on va commencer par le Lean. Le Lean, c'est pas l'élimination des gaspillages. En tous les cas, c'est pas seulement l'élimination des gaspillages et c'est pas l'élimination de n'importe lesquels des gaspillages. Cette phrase que vous voyez ici, elle est rapportée par l'éditeur du livre de Taiichi Ohno, le fondateur du système de production Toyota, enfin le principal contributeur de la création du système de production Toyota. Et donc, dans la préface, l'éditeur questionne Taiichi Ohno en lui demandant mais c'est quoi votre vision et comment orientez-vous vos actions. Et Taiichi Ohno, cette phrase, tout ce que nous faisons, c'est surveiller le temps qui s'écoule depuis le moment où le client passe la commande jusqu'au moment où on encaisse l'argent. Et nous réduisons ce temps en éliminant tout ce qui est gaspillage et n'apporte pas de valeur.
Alors, cette phrase-là, c'est ce qu'on a gardé, hein, c'est ce qui a marqué les esprits et on engage des actions lean dans la perspective de réduire les coûts en identifiant les gaspillages. C'est pas ça le message, hein. Le message, c'est d'abord la réduction du BFR et c'est la réduction des coûts dans la perspective de réduire le BFR. Et à ce moment-là, si vous appréhendez bien la réduction des coûts de cette façon-là, vous êtes gagnant sur les deux sujets. Si vous n'appréhendez que la réduction des coûts sans vous préoccuper du BFR et donc de l'écoulement des flux, vous allez réduire certains coûts et en augmenter d'autres et donc au final ne pas être gagnant. Alors, si autour de cette table ou dans cette salle, bref, autour de ce webinaire, certains d'entre vous se sont intéressés à des projets Lean. Vous avez peut-être été confrontés à cette difficulté que je montre ici, hein. Vous avez un flux représenté ici qui génère un coût total de 21,50 € et puis des éléments de performance tels que un temps de traversée de 6 semaines, 25 jours de stock, une taille de lot de 2500 pièces qui représente 10 jours de consommation et un OTD de 82%. Alors, avec les outils du Lean et ce qu'on apprend et ce que nous apporte le Lean, on va essayer de créer une cellule qui permettra d'améliorer le flux. Hein, les outils tels que le Value Stream Mapping permettent d'identifier ce genre d'opportunités. Et là, on a une solution qui a été mise en place, mais on passe par un remplacement d'un perçage sur une perceuse à commande numérique par un perçage traditionnel sur une vieille machine qui se traduit par une augmentation du temps de perçage. Et puis, comme conséquence de ça, on va avoir une augmentation de coût finalement, puisque le total de main-d'œuvre requis par ce nouveau process est plus important que celui qu'on avait avant. D'accord ? Donc, ce qui pourrait ressembler à une amélioration, finalement, ça se traduit par une augmentation de coûts et beaucoup de personnes qui travaillent sur le Lean vont avoir du mal à justifier ce genre d'action par le fait que si on regarde les choses du point de vue des coûts, c'est pas intéressant, c'est pas rentable. Même si le temps de traversée est passé à 2 jours, même si les stocks ont été réduits, même si la taille de l'eau a été ramenée à une journée de consommation, et même si dans les mêmes temps on a pu améliorer l'OTD. On a beaucoup de mal à valoriser et à justifier ce qui apparaît dans le triangle vert. Et donc j'accompagne beaucoup d'étudiants, puisque j'interviens aussi dans les universités, qui sont parfois démunis par le fait qu'ils n'arrivent pas à convaincre leur maître d'apprentissage de bien fonder d'une amélioration de flux, parce que économiquement, ça ne semble pas rentable. Alors, peut-être que la théorie des contraintes peut nous aider là-dessus. Alors, la théorie des contraintes, ce n'est pas uniquement la gestion des goulots. Peut-être qu'il y a parmi vous certains ou certaines qui se rappellent avoir lu le but de Goldratt, qui nous rappelle que le but d'une entreprise, c'est d'abord de générer du profit, et que la génération du profit, on peut l'appréhender comme et la mesurer par le ROI, qui finalement est représenté ici par la combinaison du compte des résultats en haut et du bilan en bas. D'accord ? Donc on retrouve ici, et l'intérêt de cette approche, c'est d'avoir le regard sur les deux aspects simultanément. Et une entreprise fait du profit quand elle améliore son ROI, donc le résultat net dégagé pour un certain montant d'actifs, et qu'elle l'améliore aussi le cash flow. Et donc cette amélioration du ROI, on peut l'obtenir par l'augmentation des ventes, par la réduction des coûts, mais aussi par la réduction des stocks. Donc il est intéressant cet indicateur parce qu'il relie bien l'ensemble. Et donc faire du profit et aussi améliorer le cash flow. Tels sont les objectifs que l'on devrait avoir et tel est le but des décisions que l'on est amené à prendre, au-delà de la satisfaction du client dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc Goldratt a proposé trois indicateurs qui permettent de nous assurer, quand on prend une décision, que cette décision aura un effet positif sur la profitabilité de l'entreprise. Donc,
sans rentrer dans le détail ici, il faudra venir suivre notre formation, mais le throughput, le débit traduit l'argent généré par les ventes. Les dépenses de fonctionnement, la flèche rouge, traduit l'argent que l'on dépense pour transformer le stock en bleu en débit. Voilà, pour faire très simple. Et donc, Goldratt montre que quand on prend une décision, même une décision locale, on doit s'interroger sur le fait qu'elle aura un effet positif sur le débit, sur la flèche verte, qu'elle permettra de réduire la flèche rouge et de réduire la flèche bleue. Donc, si on ramène ça à notre petit exercice de tout à l'heure, eh bien, on aura le point de vue de la comptabilité classique ou des indicateurs classiques. Le schéma du haut est intéressant de ce point de vue-là, puisque on a une organisation qui privilégie la réduction des coûts, réduction des coûts de main-d'œuvre et la maximisation de l'utilisation des équipements et entre autres, du coup, la maximisation du TRS. Alors que du point de vue classique, le schéma proposé par le Lean de cette cellule de production augmente la MOD et donc augmente les coûts unitaires. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas jugé comme satisfaisant. La théorie des contraintes, elle, si on l'applique, nous permet de voir que dans le schéma du haut, ce modèle n'a pas d'incidence sur le débit. Le débit est conditionné par le goulot, qui serait la cellule de rectification dans ce cas-là. Et cette façon de faire génère des stocks et donc fait évoluer la flèche bleue dans la mauvaise direction par rapport aux 3 indicateurs de la théorie des contraintes. Maintenant, si on regarde le schéma du bas, bien sûr, le goulot est toujours là, mais par contre, en pilotant le flux de cette façon-là, à dépenses de fonctionnement égales, on aura une réduction des stocks. Et donc, du point de vue de la théorie des contraintes, ce schéma proposé, lui, est pertinent. Donc la théorie des contraintes, elle s'appuie sur 5 étapes que je ne développerai pas non plus pendant ce webinaire, c'est pas le but. Simplement, elle est intéressante parce qu'elle nous amène à repenser les notions de PRU, prix de revient unitaire par exemple, donc de réduction des coûts. Exploiter la contrainte, ça veut dire prendre des décisions qui permettront de faire en sorte que la contrainte que vous aurez identifiée génère le plus de débit possible. Et ça, ça ne génère pas nécessairement les coûts unitaires les plus bas de cette façon-là. Le fait de subordonner le reste du système à la contrainte signifie qu'on va aligner le flux sur le débit global et pas sur la capacité des différents équipements. Et donc ça va avoir aussi comme effet potentiel de réduire, de défavoriser un certain nombre d'indicateurs qu'on a pourtant l'habitude de penser être des indicateurs qui indiquent une réduction des coûts. Donc, du coup, c'est le cas de le dire, ce que j'essaie de montrer, c'est que si on veut appréhender correctement la réduction des coûts et l'amélioration du BFR, il faut se méfier et apporter un regard approprié sur les mesures classiques qu'on a l'habitude de mettre en place. Et donc, une des mesures particulièrement vertueuses que l'on a intérêt à mettre en place et qui est si rarement mise en œuvre dans nos entreprises, c'est de piloter, entre autres, la performance par le temps de traversée. Le temps de traversée, c'est pour un ordre de fabrication, le temps qui s'écoule entre le moment où on l'a lancé et le moment où il a été terminé. Donc vous avez un exemple ici, vous avez une série d'ordres de fabrication dont on a rapporté le temps de passage, le temps de traversée respectif et qui permettent de mesurer ici qu'on a un temps médian de 30 jours. Suivre l'évolution de ce temps médian, c'est suivre l'effet des actions qu'on a engagées. Alors, le temps de traversée n'est pas la seule mesure à mettre sous contrôle, bien entendu. On va devoir aussi mesurer d'autres
notions hein, qui sont associées et qui caractérisent la performance, comme l'adhérence qui permet de s'assurer qu'on va maîtriser l'OTD et le débit qui s'assure, qui nous permet de nous assurer que ce que l'on produit correspond bien à ce que les clients nous commandent. Voilà ce que je pouvais vous proposer pour vous comment dirais-je, vous montrer hein, ce qu'on va appréhender dans nos formations. Je vais laisser la parole à Marie, hein, qui va reprendre la suite de l'animation. Et puis, je prendrai toutes vos questions, bien entendu, après que Marie sera intervenue. Et merci. Bonjour à tous. Marie, je suis la chargée de formation chez Space Aero. Et nous avons décidé avec Frédéric Antras d'accorder voilà, quelques minutes sur la présentation des formations qui sont liées à ce module de webinaire. L'idée étant que dans le cadre de ce partenariat avec le cluster, nous vous proposons des tarifs préférentiels et puis des dates qui vont bien pour que vous suiviez les modules. Alors, avant que j'enchaîne sur ce point-là, notez que d'ici 5 minutes, nous passerons à l'étape questions-réponses. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer d'ores et déjà à poser vos questions dans le chat. Elles seront adressées à notre formateur à haute voix par Christophe. OK. Donc, on a 2 formations qui ont été développées par Xavier sur ces thématiques. L'une s'intitule « La performance industrielle, levier pour une réduction rapide du BFR ». Ne vous étonne pas. Et la seconde, la performance industrielle, levier pour une réduction durable des coûts. Ces 2 formations font 1 jour chacune. Elles sont toutes les 2 éligibles au FNE. Et elles sont proposées sur le mois de mars, sur 2 dates différentes. OK. Merci. Oui. Voilà, je rends la parole à Xavier pour commenter très rapidement hein, le contenu de ces formations et vous exposer à quel point il peut rentrer dans le détail. Oui, alors je vais essayer de laisser de la place surtout pour répondre à vos questions. Donc je ne vais pas détailler ces 2 fiches, hein, mais vous retrouvez les ingrédients de du contenu de ces formations au travers de ce que je vous ai présenté rapidement tout à l'heure. Vous voyez que dans cette formation sur le BFR, on insiste beaucoup sur le définir, expliquer en quoi on a un certain nombre de biais qui sont induits par les mesures traditionnelles et qui nous font pas prendre les bonnes décisions sur le BFR. Et puis, donc, on étudie la théorie des contraintes, notamment avec un exercice, hein, une étude de cas qui va permettre aux participants de bien appréhender à quel point nos habitudes peuvent biaiser l'impact réel de nos décisions sur le BFR. Et puis, sur la deuxième partie, hein, on s'intéresse plutôt au lean et en particulier à définir un tableau de bord qui traduit notre performance sur le BFR. Pardon. Et puis, sur la partie coût, on fait des rappels de comptabilité générale, de comptabilité analytique, au cas où certains de nos participants n'auraient pas suivi notre formation sur le pilotage des coûts. On développe hein, ces notions que j'ai évoquées tout à l'heure, en particulier pour faire appréhender aux personnes la nécessité d'appréhender des coûts globaux et pas des coûts unitaires. Et puis on vient voir ensuite de ça, à nouveau, comment le Lean apporte des réponses à tout ça, l'impact des décisions de planification, d'ordonnancement et d'appro sur le coût total, et la connexion aussi avec le BFR. Je te redonne la parole, Marie. Marie, il faut activer ton micro. Oups, merci. Pour ces formations, nous avons prévu avec Frédéric un tarif préférentiel hein, pour les membres d'Aerospace Cluster. Donc, il vous suffit de me contacter, vous aurez mes coordonnées sur la slide suivante et de me préciser que vous êtes membre du cluster. Moi, je le double-check avec Frédéric Antras et puis ça vous donne tout simplement accès au tarif préférentiel. Hein, je reviens sur le point du FNE. Le dispositif de financement qui est actuellement mis en place par notre gouvernement. Ces formations, ils sont éligibles. OK, vous pouvez désormais
poser vos questions. Merci, Ouais, je suis OK merci là-dessus. Marie, Merci à merci vous. Xavier pour la présentation. Je précise sur le public visé, on est sur vraiment les cadres opérationnels et le middle management, technicien opérationnel, pour vraiment les embarquer dans cette démarche-là. Et le programme a été conçu en ce sens-là. Merci Xavier. Alors, on a sur le chat, c'est plutôt une remarque sur le ratio de rentabilité. Je pense que tu en as parlé, Xavier. Oui, Donc, une oui. remarque qui précise que le ratio de rentabilité est un ratio comparant une marge par rapport au capitaux investis pour obtenir cette marge. Bon, spécial. Peut-être que la personne qui a posé la question, si elle peut s'exprimer en ouvrant son micro pour peut-être détailler si c'était juste un commentaire ou il y a une question particulière derrière ce commentaire-là. Oui, non, c'était simplement dans le... il y avait un slide où il y avait la rentabilité des ventes, où on rapportait les ventes, le résultat net aux ventes, et en général, c'est plutôt un ratio de profitabilité. Oui. Le slide que j'ai montré est pas très académique en fait. J'ai extrait cette présentation-là d'un cours qui est un cours issu d'un livre américain. Donc la terminologie n'est pas toujours traduite de façon adéquate. Enfin, j'ai pas toujours traduit de façon adéquate la terminologie. Cela dit, j'ai pas l'ambition de donner un cours de comptabilité ou de contrôle de gestion à nos participants. C'est bien de leur montrer comment la partie opérationnelle peut intervenir et peut agir sur les différents facteurs de performance, et puis aussi leur expliquer ces notions de façon très simple, qui sont souvent nébuleuses. Moi, je remarque qu'on a une espèce de je ne sais pas pourquoi, de tabou dans nos entreprises, et que le niveau d'alphabétisation sur ces notions-là de la part des opérationnels est souvent très faible dans nos entreprises, parce que dans les enseignements qu'on leur donne, on considère que, je sais pas, ça les regarde pas, ou que c'est pas le sujet, quoi. Donc j'essaye de faire cette alphabétisation pendant les formations. En revanche, je trouve que la façon dont vous le montrez est très intéressante sur le couple profitabilité ou rentabilité des ventes par la rotation. Oui. Et ça, c'est vraiment les deux composantes qui sont bien retranscrites, et qui d'ailleurs amènent des actions parfois différentes, quoi. Mais complètement. C'est intéressant tout ça. Ouais. Merci. Merci. Ok. Donc, il n'y a pas d'autres questions sur le chat, ça veut dire que tu as été plutôt clair. Ah, Marie en a une peut-être. J'en ai reçu une d'une personne qui ne parvenait pas à ouvrir le chat. Bon. C'est une PME occitane qui nous dit, donc elle s'adresse à Xavier, vous expliquez que l'amélioration du TRS n'a pas toujours d'impact sur la réduction des coûts. Pourtant, quand on améliore le TRS, on réduit bien les coûts, n'est-ce pas? Oui, c'est tout le problème, c'est-à-dire que quand on améliore le TRS, j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai rappelé ce que c'était que le TRS, et en fait l'idée d'utiliser cet indicateur-là, c'est de se dire, quand le TRS n'est pas à 100%, ça veut dire qu'on a de la perte, ça veut dire qu'il y a du temps de l'équipement qui n'est pas consacré à faire des pièces bonnes, et donc il est perdu parce que la machine est en panne, parce qu'on fait des réglages, parce que on respecte pas les cadences de production, parce qu'on a de la non-qualité, etc. Et donc on établit pour les machines qui vont avoir un TRS faible, on établit une analyse de Pareto sur les causes qui semblent être les plus importantes, et on engage des actions pour pouvoir réduire ces coûts. Mais si ces réductions de coûts que l'on engage, par exemple de réduire le cas typique, c'est réduction des temps de changement de série orienté par
l'analyse du TRS. Il s'avère que sur un cas particulier, on observe que la principale cause de perte de TRS, ce sont les réductions des temps de changement de série. Donc on va engager un certain nombre d'actions SMED qui vont permettre de réduire la part du temps de changement de série et donc la part du temps où la machine ne produit pas des pièces. Et pour pouvoir, et on va considérer que ce gain est devenu une capacité supplémentaire disponible pour pouvoir utiliser l'équipement. De deux choses l'une, hein. Soit on n'a effectivement pas besoin de cet équipement plus qu'on en avait besoin précédemment. Donc le fait d'avoir réduit le temps de changement de série ne permet pas, enfin ne dégage pas une capacité utile dont on a besoin. Et donc qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là? On va produire pour pouvoir par ailleurs réduire le taux horaire de la machine en augmentant les quantités produites. Et si on revient sur les indicateurs que nous propose la théorie des contraintes, on va produire plus sans que pour autant ça n'augmente le débit du système, puisqu'il n'y aura pas plus de production, si, il y aura plus de production, mais il n'y aura pas plus de débit, de vente généré par cette augmentation de TRS. Par contre, il y aura du stock qui aura été généré. Et donc, cette augmentation de stock, si on ne regarde que le TRS, elle n'apparaît pas. Maintenant, si on vient voir les choses différemment, notamment avec le temps de traversée que j'évoquais tout à l'heure, on va voir que les augmentations d'encours se traduisent par des augmentations de traversée, de temps de traversée, et donc une augmentation du BFR. Donc le TRS n'est pas inutile pour réduire les coûts, simplement il ne nous permet pas de cibler de façon pertinente là où on devrait agir pour réduire les coûts si on veut si on veut véritablement œuvrer dans le sens de la vraie performance financière de l'entreprise. Oui, Xavier, c'est pour compléter et prendre un exemple peut-être un peu caricatural, c'est certains ateliers où le focus TRS est un peu fort, donc on arrive regardez les machines avec les petits indicateurs là, avec les pourcentages de TRS partout. Sauf que quand on a un œil un peu sur la partie flux et je dirais BFR et enjeu actionnariat, quand on voit qu'en même temps il y a des chariots de pièces au pied de la machine qui attendent, ok, il y a donc c'est un peu pour pousser un peu l'exemple, c'est juste un point qui est focalisé et en attendant les tas de pièces devant la machine qui attendent. C'est de l'immobilisation financière, ces capacités d'investissement qui sont employées là. Donc c'est le bon équilibre à trouver et c'est ce que tu proposes d'amener dans la réflexion, dans le cadre de la formation, de trouver le bon équilibre et pas juste monitorer que le TRS et piloter tout avec ça. Et de trouver des indicateurs qui nous permettent de traduire le fait qu'il y a ces pièces qui attendent devant les machines. Et si on s'en tient aux indicateurs classiques, ça n'apparaît pas directement. Et donc les opérationnels n'agissent pas au bon endroit. Ok, merci Xavier pour cette réponse. Il y avait une question, quelle est la différence entre coût de revient et coût de production? Alors là, il faut reprendre les définitions. Les calculs de coûts de production permettent d'identifier les coûts qui sont inhérents aux différentes ressources qui sont utilisées pour la production. Et donc, par exemple, un taux horaire pour une machine. Et le coût de revient, c'est cette fois-ci le point de vue d'un produit spécifique pour lequel on va calculer son coût de revient qui sera induit, entre autres, par les différents éléments du coût de production, Donc un taux horaire, par exemple, et des coûts matières. Ok. Donc les coûts de production, ils sont liés à des ressources et le coût de revient, il est lié à un produit. Merci Xavier. Donc je ne sais pas si on a d'autres questions. On peut laisser encore un peu de temps et puis rappeler qu'il est important que ce sujet ne soit plus coincé dans les bureaux, on va dire, des financiers. Et je peux vous assurer, quand vous avez vos équipes sur le terrain qui le matin monitorent ces chariots de pièces, ces flux, en définissant un standard et en se mettant, est-ce qu'on est conforme à ce qu'on avait prévu en termes de WIP, de work in progress ou d'encours en bon français, ça peut rapidement vous aider sur cette thématique du BFR et la même chose sur les coûts de production. Ce n'est pas juste jongler avec vite facturer quand on a un fonds de trésorerie, relancer les facturations et donc regarder le côté client et fournisseur.
c'est bien sûr une étape importante. La planification en amont est très importante dans la maîtrise de ce BFR, mais c'est aussi le management au quotidien, tous les jours, le day-to-day. Comme vous le faites pour votre TD, votre QD, je me répète, mais c'est important d'embarquer vos équipes sur cette démarche-là. Notre question, Marie, partagez-vous le support de formation présenté, le webinaire? Alors je réponds, mais vous me complétez, Frédéric et Marie. Le webinaire est enregistré. Quant à la présentation, Marie? Alors, d'ici une semaine, il sera possible de revisionner le webinaire, d'une part, et nous enverrons, alors Frédéric enverra le support sous forme de PDF à chacun des inscrits sur le webinaire. C'est ça, Frédéric? Je confirme, au plus vite, on met tout ça à disposition de l'ensemble des participants. Excellent. Écoutez, nous arrivons à l'heure H qui était prévue, c'est ça, Frédéric? Je ne me trompe pas, c'était bien 18h. C'est parfait, Christophe, comme à chaque fois. Excellent. Mais, donc, je te laisse le mot de la fin. Merci encore, Xavier, pour la présentation, Marie. Et merci encore, Frédéric, de cette deuxième collaboration qui, je n'ai pas de doute, va se pérenniser dans le temps pour mieux accompagner vos membres et la filière avec votre dynamisme et voilà, l'action de Space. Merci, Frédéric. Je te laisse un grand merci à tous. Merci, Christophe. Merci, Xavier. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie de m'inscrire à la formation. J'espère que je ne serai pas tout seul. Non. Mais bon, de mon côté, j'ai beaucoup à apprendre. On espère que ça aura répondu aussi à vos attentes et n'hésitez pas aussi à nous faire part d'attentes complémentaires que vous pourriez avoir sur des sujets que nous pourrions également traiter dans ce cadre. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Merci.